Quand l'équipe de secours a trouvé le camp 3 jours plus tard, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils voyaient. La tente était déchirée de l'intérieur. Les provisions étaient éparpillées dans la neige, intactes. Et il y avait des traces menant vers la forêt. Des traces qui commençaient humaines, mais devenaient autre chose. Permettez-moi de revenir au début. C'était janvier 2018, et 3 hommes expérimentés en plein air ont décidé de passer une semaine de camping d'hiver dans le parc provincial Algonquin en Ontario, Canada. Marcus Shane, 34 ans, campait dans ces bois depuis plus d'une décennie. Son frère David, 31 ans, était un chasseur et pisteur expérimenté. Leur ami Thomas Wright, 36 ans, était instructeur de survie en milieu sauvage. Ce n'étaient pas des amateurs. Ils connaissaient la forêt. Ils connaissaient les dangers. Ils savaient comment survivre. Le plan était simple. 7 jours en arrière-pays, à 30 km de la route la plus proche, complètement en réseau. Ils avaient suffisamment de provisions, l'équipement approprié pour l'hiver canadien brutal et des téléphones satellites pour les urgences. Ils ont dit aux gardes du parc exactement où ils camperaient et quand ils reviendraient. Tout a été fait selon les règles. Les 2 premiers jours se sont parfaitement déroulés. La température était brutale, descendant à moins 25 Celsius la nuit, mais ils étaient préparés. Ils ont installé leur camp près d'un lac gelé, entouré d'une forêt de pins denses. Pendant la journée, ils exploraient la région, vérifiaient leurs lignes de piégeage et appréciaient le silence absolu qui n'existe que dans la nature sauvage hivernale. La nuit, ils s'asseyaient autour de leur feu, parlaient et regardaient les étoiles à travers les trouées dans les nuages. C'est lors de la 3e nuit que Marcus l'a entendu pour la première fois. Un saut au loin, pas tout à fait humain, pas tout à fait animal. Un gémissement long et prolongé qui semblait résonner à travers les arbres. Il commençait bas et montait plus haut, comme quelqu'un hurlant d'agonie. Quand il s'est arrêté, la forêt est tombée dans un silence si complet que Marcus pouvait entendre son propre battement de cœur. Il l'a mentionné à son frère et à Thomas. Il l'avait entendu aussi. David a suggéré que c'était peut-être des loups, bien qu'il ait admis que ça ne sonnait pas tout à fait juste. Thomas, avec 15 ans d'expérience en milieu sauvage, a dit qu'il n'avait jamais rien entendu de tel. Ils ont essayé de l'ignorer. Des sons étranges se produisent dans la forêt. Les animaux font des bruits qui peuvent parfois sembler presque humains. Mais cette nuit-là, aucun d'eux n'a bien dormi. La température avait encore baissé, et malgré le feu, le froid semblait s'infiltrer dans leurs os. Et 2 fois de plus pendant la nuit, ils ont entendu ce son, ce terrible gémissement. Chaque fois plus proche qu'avant. Fermez les yeux maintenant. Respirez profondément. Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans ces bois pendant les jours qui ont suivi. Le matin du 4e jour, ils ont trouvé les traces. D'énormes empreintes dans la neige, encerclant leur camp en un large arc. Les empreintes avaient grossièrement la forme humaine, mais étaient beaucoup trop grandes. Facilement 2 fois la taille de la botte de Marcus, qui chaussait du 46. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la foulée. La distance entre les empreintes était impossiblement longue, comme si ce qui les avait faites avait des jambes bien plus longues que n'importe quel humain. Les traces venaient du fond de la forêt, encerclaient le camp plusieurs fois, puis disparaissaient dans les arbres en direction du nord. David, le pisteur, les a examinés attentivement. Son visage est devenu pâle. Il a dit aux autres que ce n'étaient pas des traces d'ours. Les ours hibernaient de toute façon à cette période de l'année. Ce n'étaient pas des orignaux ou des élans. La forme était trop humanoïde. Et elles étaient fraîches, faites quelque temps pendant la nuit pendant qu'ils dormaient à quelques mètres. Thomas a suggéré qu'ils fassent leur bagage et rentrent plus tôt. Mais Marcus, toujours le rationaliste, a argumenté contre. C'était probablement juste un farceur d'un autre camp, a-t-il dit. Quelqu'un essayant de les effrayer avec de fausses traces. David n'était pas d'accord, mais ils ont décidé de rester une nuit de plus. Cette nuit-là, ils ont gardé le feu brûlant haut. Ils ont fait des tours de garde. Marcus a pris le premier quart de 20h à minuit. La forêt était totalement immobile. Pas de vent, pas de son d'animaux. Juste le crépitement du feu et sa propre respiration. À 23h30, il a entendu des branches se briser dans l'obscurité au-delà de la lumière du feu. Quelque chose de grand se déplaçait là-bas, encerclant le camp. Il pouvait l'entendre, mais ne pouvait pas le voir. Il a réveillé les autres. Les 3 se sont assis dans un silence tendu, observant l'obscurité. Les sons ont continué pendant plus d'1 heure. Des pas dans la neige. Le craquement de branches qui se brisaient. Et puis, à 1h15 du matin,
Ils l'ont entendu clairement. Une voix, profonde et déformée, mais appelant sans équivoque le nom de Marcus. Marcus. Elle venait du nord, de la direction où les traces avaient mené. Elle sonnait comme si elle essayait d'imiter la parole humaine, mais n'y arrivait pas tout à fait. Les syllabes étaient étirées et fausses. Thomas a attrapé le téléphone satellite et a essayé d'appeler à l'aide. Pas de signal. Ce n'était pas normal. Ils avaient eu un signal à leur arrivée. Marcus a essayé son téléphone. Même chose. Pas de signal sur aucun des appareils. David a chargé son fusil de chasse. Ils ont décidé qu'ils partiraient aux premières lueurs, urgence ou pas. Mais ils n'ont pas tenu jusqu'aux premières lueurs. À 3 heures du matin, quelque chose a frappé leur tente. Pas de l'extérieur. De l'intérieur. Un de leurs sacs de provisions a soudainement volé à travers la tente comme s'il était lancé par des mains invisibles. Puis un autre. Le mur de la tente se bombait vers l'intérieur comme si quelque chose appuyait dessus de l'extérieur. Mais quand ils regardaient, il n'y avait rien. La température à l'intérieur de la tente a chuté. Leur respiration est devenue visible, même s'ils avaient eu chaud quelques instants auparavant. Du givre a commencé à se former à l'intérieur du tissu de la tente. Et puis ils l'ont entendu juste dehors. Une respiration. Une respiration lourde et haletante qui sonnait comme si elle venait de quelque chose de massif. Le mur de la tente s'est enfoncé davantage, s'étirant vers eux. Thomas a crié. Ils ont attrapé ce qu'ils pouvaient et ont couru. Ils ont abandonné la tente, le feu, la plupart de leurs provisions. Ils ont couru dans la forêt, se dirigeant vers le sud où ils pensaient que le sentier le plus proche serait. Ils ont couru pendant des heures dans l'obscurité, utilisant leur lampe frontale pour éclairer le chemin. Derrière eux, ils pouvaient l'entendre les suivre, se précipitant à travers la forêt, parfois proche, parfois distant. Et périodiquement, cette voix, appelant leur nom, un par un. David, Thomas, Marcus. Toujours cette même qualité déformée et fausse. Comme quelque chose qui avait entendu des humains parler mais ne comprenait pas comment. Alors que l'aube commençait à poindre, ils ont atteint une petite clairière. Ils se sont arrêtés pour reprendre leur souffle, pour essayer de comprendre où ils étaient. C'est alors qu'ils l'ont vu. Debout au bord de la clairière, partiellement caché par les arbres. Il était grand. Impossiblement grand. Au moins 2,40 m, peut-être plus. Squelettiquement mince, avec des membres qui semblaient trop longs pour son corps. Sa peau avait l'air grise et tendue contre ses os, comme quelque chose qui mourait de faim depuis très longtemps. Et son visage. Marcus dirait plus tard aux enquêteurs qu'ils ne pouvaient pas vraiment voir son visage clairement, juste les yeux. Des yeux jaunes qui reflétaient les faisceaux de leur lampe frontale comme ceux d'un animal. Mais il y avait de l'intelligence là. La faim. Et quelque chose d'autre. La reconnaissance. Il a fait un pas vers eux. Son mouvement était faux, saccadé et contre nature, comme s'il apprenait à marcher. David a levé son fusil et a tiré. Le coup a résonné à travers la forêt. La créature n'est pas tombée. Elle ne semblait même pas le remarquer. Elle a incliné la tête, les étudiant. Et puis elle a ouvert la bouche. Le son qui en est sorti était ce même terrible gémissement qu'ils avaient entendu auparavant, mais plus fort, plus proche, plus perçant. On avait l'impression qu'il était dans leur tête. Ils ont couru à nouveau. Thomas est tombé, se faisant une mauvaise entorse à la cheville. Marcus et David l'ont relevé, le soutenant entre eux. Ils l'ont à moitié porté, à moitié traîné à travers la forêt. Derrière eux, ils pouvaient l'entendre les suivre. Pas en courant, en marchant. Ils n'avaient pas besoin de courir. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils ont trouvé une petite grotte, vraiment juste un surplomb dans un affleurement rocheux, et se sont pressés à l'intérieur. Ils se sont blottis là alors que le soleil montait plus haut. Pendant plusieurs heures, ils n'ont rien entendu. Ils ont commencé à espérer qu'il avait abandonné. La cheville de Thomas enflait gravement. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide. Le téléphone de David ne montrait toujours pas de signal. Marcus a suggéré que l'un d'eux essaie de sortir, d'aller chercher de l'aide, pendant que les autres resteraient avec Thomas. Avant qu'ils ne puissent décider, ils l'ont entendu, juste à l'extérieur de la grotte. Cette respiration à nouveau. Ils pouvaient le sentir maintenant aussi. Une odeur de pourriture, comme de la viande décomposée. Quelque chose a gratté contre la roche près de l'entrée. Ils se sont pressés aussi loin que possible dans l'espace étroit. Ils pouvaient voir une ombre tomber sur l'entrée. Quelque chose était là, juste à l'extérieur.
Des minutes ont passé. Des heures. L'ombre ne bougeait pas. Quoi que ce soit, il se tenait simplement là, attendant. David a chuchoté qu'il devrait essayer de s'enfuir. Marcus a secoué la tête. Ils étaient piégés. Thomas plairait silencieusement, sa cheville blessée inutile. Et puis, inexplicablement, il est parti. Ils ont entendu des pas s'éloigner, des branches se brisant au loin. L'ombre a disparu de l'entrée. Ils ont attendu une autre heure avant d'oser regarder dehors. La clairière autour de la grotte était vide. Mais dans la neige, tout autour de l'entrée, il y avait ces traces massives. Des dizaines d'entre elles, encerclant la grotte encore et encore. Ils se sont déplacés aussi rapidement qu'ils le pouvaient avec Thomas entre eux. Il leur a fallu 6 autres heures pour atteindre un sentier. Ils l'ont suivi vers le sud et finalement, ont atteint une route d'accès au parc. Un camion de garde passait par hasard. Ils l'ont arrêté. Le garde a dit plus tard qu'ils avaient l'air d'avoir vu la mort elle-même. L'équipe de secours est retournée à leur site de camping. Ils ont trouvé exactement ce que j'ai décrit au début. La tente déchirée, les provisions éparpillées et les traces. Des traces qui commençaient de taille humaine près du camp mais devenaient progressivement plus grandes et plus déformées en s'enfonçant dans la forêt. Les autorités ont appelé ça une attaque d'ours, malgré que ce soit l'hiver. Malgré que les traces soient fausses. Malgré tout ce que les 3 hommes ont rapporté. Mais voici ce qu'ils n'ont pas rapporté publiquement. Ce que Marcus n'a dit qu'à sa famille proche. Lors de son dernier regard vers la grotte avant d'atteindre la route, il l'a vue une dernière fois. Debout au loin, entre les arbres. Cette silhouette impossiblement grande et squelettique. Et il jure, bien qu'il sache que personne ne le croit, qu'elle a fait signe. Un geste lent et délibéré. Comme si elle disait au revoir. Ou peut-être à bientôt. Marcus Chen ne va plus dans les bois. Pas en hiver. Jamais. David a vendu tout son équipement de chasse. Thomas a quitté son emploi d'instructeur de survie en milieu sauvage. Il ne parle pas de ce qui s'est passé. Le rapport officiel dit attaque d'ours, exposition, hallucination due à l'hypothermie. Mais les gardes savent quelque chose. Ils ne le diront pas officiellement, mais ils savent. Parce que ce n'est pas la première fois. Tous les quelques années, quelqu'un rapporte quelque chose à Algonquin en hiver. Quelque chose de grand. Quelque chose qui marche comme un humain mais n'est pas humain. Quelque chose qui appelle votre nom dans l'obscurité. Le peuple algonquin, qui a vécu dans ces forêts pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens, avait un nom pour ça. Wendigo. L'esprit de l'hiver, de la famine et de la faim insatiable. Une créature qui était autrefois humaine mais est devenue autre chose. Quelque chose qui chasse pendant les mois les plus froids. Quelque chose qui a toujours faim. La forêt est toujours là. Le parc provincial algonquin est toujours ouvert. Les gens campent encore là en hiver, bien que beaucoup moins qu'en été. Et chaque année, quelques personnes rapportent des sons étranges. Des traces massives. Une sensation d'être observé. La plupart d'entre eux s'en sortent. Mais pas tout le monde. Ceci est le récit vrai de ce qui est arrivé à Marcus Chen, David Chen et Thomas Wright en janvier 2018. Marcus vérifie toujours son téléphone de manière compulsive pour le signal, même en ville. David dort à peine. Et Thomas, quand on l'interroge sur la survie en milieu sauvage, dit simplement que parfois, la meilleure stratégie de survie est de savoir quand vous êtes chassé. Et en hiver, quand la température chute et que la forêt devient silencieuse, quelque chose marche à travers les arbres d'Algonquin. Quelque chose qui se souvient du goût de la chair humaine. Quelque chose qui attend.